On a fait une étude récemment justement sur ce sujet des People Review et on voit qu'il y a 72% des collaborateurs qui n'ont pas connaissance de ce terme, soit parce qu'ils n'en ont pas, soit parce que c'est trop opaque pour eux. Je crois que traditionnellement, les RH, on a tendance à fonctionner en boîte noire. Et ça, c'est vraiment notre drame. C'est aussi du coup ce qui te permet d'avoir cette image à un instant T de ton organisation, pouvoir la comparer à ta projection. J'ai envie de dire, le fait de ne pas avoir confiance en son manager, c'est un vrai indice qu'il faut s'en aller, Ouais. en fait. Parce que au-delà de la People Review, ça va être effectivement un problème dans ton quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds sur le Bureau. Je suis Paul Barat et chaque mois je reçois des experts des ressources humaines pour décrypter les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui justement, je reçois Jessica Jeziri, Head of People chez Bluemaze. Avant ça, Jessica a bossé dans les plus belles startups et scale-up françaises. Shift, Photobox, 365 Talents et dernièrement Ornicar. Elle a parfois eu la lourde tâche de créer la fonction RH. Ensemble, on va parler d'un exercice qui peut parfois paraître très opaque pour les collaborateurs, la People Review. Pourquoi on le fait ? Avec qui ? Qu'est-ce qu'on en ressort ? Est-ce que c'est vraiment objectif ? People Review, pipo ou pépite, on en parle ensemble sans tabou. Bonne écoute. Bienvenue Jessica, je suis ravi de t'accueillir. Merci Paul, merci pour l'invitation. Jessica, tu connais probablement notre tradition dans Les Pieds sur le Bureau. On commence toujours par le CV en moins d'une minute pour présenter notre invité. Je vais te laisser du coup la parole et je vais lancer le chrono si ça te va. Allez. Quand tu veux. C'est de plus en plus dur en moins d'une minute parce que je vais avoir 42 ans et bientôt 17 ans d'expérience. Donc je suis Jessica, j'ai fait des études de droit du travail, j'ai été recruteuse au début de ma carrière, plutôt dans des grandes entreprises. Et puis ensuite j'ai découvert le monde de la tech et j'en suis jamais sortie. Donc effectivement, comme tu l'as dit, j'ai travaillé chez Photobox sur une création de poste. J'ai travaillé dans une petite startup qui s'appelle Intercloud, puis Shift Technology où j'ai créé la fonction et puis 365 Talents brièvement au moment du Covid, et puis Ornicar dernièrement. Super, 34 secondes. Ce qui te laisse aussi un peu de temps pour nous parler un peu de ce que tu fais aujourd'hui chez Bluemaze. Avec plaisir. Donc, j'étais cliente de Bluemaze et pendant ma grossesse, en fait, ils m'ont approché pour me proposer de lancer une activité avec eux. Donc, Bluemaze, c'est un expert du recrutement digital, donc principalement de développeurs, UX, data, etc., en freelance et en CDI. Et avec moi, on lance une activité de DRH à temps partagé, DRH part-time ou management de transition, comme on veut l'appeler. Et l'idée, en fait, c'est que je suis subject matter expert. C'est pour ça que j'ai 2 titres sur mon LinkedIn, puisqu'en fait, je suis le garant de la bonne compréhension des projets de nos clients. Je vais les aider à cadrer leurs besoins. Et ensuite, on a des équipes de recruteurs en interne qui vont trouver les meilleurs freelances pour leurs projets. Super, merci beaucoup Jessica pour cette intro. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On va parler People Review. Et déjà, peut-être une première question. Pourquoi on en fait des People Review ? Pourquoi on en fait ? C'est une très très bonne question. Effectivement, dans toutes les pratiques RH, la clé, c'est de ne pas céder à la tendance. Il faut déjà savoir si on est suffisamment mature pour en faire. Donc déjà, est-ce qu'on a les bons process, notamment de performance, d'évaluation de la performance en interne. Et pour moi, les People Review, c'est quelque chose que j'ai vu principalement chez Ornicar. On appelait ça des Talent Review d'ailleurs. Mais l'idée, en fait, c'était vraiment d'avoir un moment dédié avec les managers, avec différents niveaux de managers en fonction des moments, parce qu'on a itéré beaucoup pendant 2 ans, avant de trouver la formule magique, je dirais. Et donc, de préparer leurs entretiens semestriels avec les managers afin qu'ils puissent avoir les meilleures réponses à apporter à leurs collaborateurs. Donc, principalement, pouvoir apporter des réponses aux collaborateurs. Mais je me dis peut-être un truc qu'on doit faire pour lancer ce podcast, c'est... je repense à mes profs de lycée qui me disaient « Paul, commence par définir les termes du sujet. People Review, Talent Review, revue du personnel. » Il y a plein de manières de l'appeler. Mais
Voilà, comment tu définis ça? Oui, il y a aussi le terme comité carrière, ça peut exister Ouais. dans les grands groupes, effectivement. Alors, moi, la vision que j'en ai, en tout cas, c'est que c'est vraiment ça fait partie du cycle de performance, de revue de la performance des salariés. Et c'est une revue de tout le personnel, c'est important. Donc, à un instant T, on fait vraiment une photographie de tous nos salariés, toutes les compétences, les talents qu'on a dans l'entreprise. Et c'est aussi la base du strategic workforce planning. On en parle beaucoup. C'est quelque chose qui anime beaucoup les directions RH. C'est indispensable de faire cet exercice en amont. Alors, c'est toujours par quoi on commence. Hein, c'est toujours le nerf de la guerre. Et c'est vrai que la people review, c'est le socle pour moi. Ça demande beaucoup de structuration. Ça demande de la préparation. Et c'est ça qui peut peut-être faire peur. Mais voilà, moi, je peux partager mon expérience. On peut itérer aussi. Afin de faire quelque chose qui est adapté à notre niveau. On n'est pas obligé de faire le même process que chez L'Oréal, par exemple, pour pas les nommer, mais c'est vrai que nous, on en faisait 2 par an. Dans la tête de mon dirigeant, il aurait adoré en faire 4 par an, tellement c'était bénéfique au final. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une étude récemment justement sur ce sujet des People Review, et on voit qu'il y a 72% des collaborateurs qui n'ont pas connaissance de ce terme, soit parce qu'ils n'en ont pas, soit parce que c'est trop opaque pour eux. En fait, c'est un exercice qui, par définition, peut être assez exclusif entre les RH, les managers. Le collaborateur n'est pas convié à cet exercice des People Review. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que c'est méconnu ? Non, je crois que traditionnellement, les RH, on a tendance à fonctionner en boîte noire. Et ça, c'est vraiment notre drame, parce que voilà, souvent on fait des choses confidentielles. Donc on a vraiment une mauvaise habitude de ne pas du tout partager nos projets, ce qui nous occupe, notre roadmap, etc. Alors qu'en fait, on pourrait en parler de façon très très simple. Alors moi, je ne suis pas forcément une fan de la transparence absolue, mais je trouve qu'on a beaucoup à gagner à marketer nos actions. Alors, les personnes qui ont travaillé avec moi savent que j'en parle tout le temps, mais c'est vraiment quelque chose d'assez bénéfique de pouvoir dire, voilà ce qu'on est en train de faire. Vous n'êtes pas conviés nécessairement, mais en tout cas, sachez que c'est ce sur quoi les RH et les managers sont occupés en ce moment, et ça va vous être communiqué à un autre moment, en fait. Et c'est vrai que, par exemple, chez Ornicar, j'ai dû le faire parce que en fait, on a introduit les People Review en même temps qu'on changeait la périodicité des entretiens. Donc, c'était un énorme changement, puisqu'en fait, on faisait des entretiens à date anniversaire de début de contrat. Oui. Okay. Et on a changé, on s'est mis à faire des entretiens à date fixe pour tout le monde. Et en même temps, il fallait expliquer ce principe de People Review. Et en fait, il fallait juste faire très, très simple. Voilà, on veut vous apporter les meilleures réponses possibles. On ne veut pas avoir 2 entretiens, on veut en avoir qu'un seul. Donc, au lieu d'avoir l'entretien de performance et puis ensuite, on fait nos demandes et puis 3 semaines plus tard, 4 semaines plus tard, le manager arrive avec une proposition mais qui ne vous satisfait pas forcément. En fait, on va travailler tout ça en amont. C'était un parti pris, je sais que tout le monde ne le fait pas comme ça. Nous, on voulait vraiment que ça soit préparé en amont avec l'intervention de la finance aussi, pour que tout ce qu'on allait prévoir pour nos collaborateurs soit complètement aligné avec le budget, avec la stratégie de l'entreprise, tout simplement. Tu as parlé un petit peu des itérations que vous avez faites avec potentiellement plusieurs populations de managers impliqués, différents niveaux de managers impliqués au fur et à mesure. Qui participe en gros au People Review ? Il y a les RH et des managers ? Oui, alors nous, on était à peu près 120 quand on a commencé. On était quasiment 300 quand je suis partie. Donc, on a itéré et en fait, étrangement, on a d'abord commencé, même si on était plus petit, on a d'abord commencé par uniquement le comité de direction. Parce qu'on était suffisamment petits pour que les membres du comité de direction connaissent l'intégralité de leurs équipes. Ils avaient peut-être 40 personnes. On peut encore connaître le niveau des personnes, leur niveau de performance et de compétences. Et puis, on a de la data. De toute façon, on faisait 4 revues de performance par an. Donc, quand on se posait pour faire la People Review, on avait quand même au moins 2 voire 3 cycles d'entretien derrière nous. Et donc ça, c'était les premières itérations. On s'est vraiment concentré sur les C-level. On avait le Talent Review Committee qui était composé des dirigeants, moi et le CFO. Et en fait, progressivement, on est redescendu au niveau de leadership juste d'en dessous, avec un exercice
un peu plus compliqué de calibration, du coup. Ouais. Et donc, avec beaucoup de pré-work. Bon, c'était aussi le style Ornica. En fait, on travaillait beaucoup en asynchrone, beaucoup en pré-work. Donc, en fait, c'est un process qui durait quasiment 6 semaines. Avec le premier niveau de leadership qui travaillait, qui faisait des premières propositions. Et les C-level, eux, ensuite, avaient le rôle de calibrer, donc d'assurer que tout ce qui était proposé avait du sens au niveau du département. Et ensuite, on refaisait le fameux Talent Review Committee. Globalement, c'est un exercice qui est bénéfique pour le collaborateur, même si ça se passe sans lui. Moi, j'ai cette vision quand même des people review, très grosse boîte, où en fait, tu as le comité exécutif qui se réunit pour définir qui sera le futur leader, qui peut devenir le prochain directeur de telle business unit, etc. Et après, on lance un programme de leadership, etc. Toi, c'est quoi ta vision de ça ? Bon, alors moi, c'est pas mon écosystème. Ça fait très longtemps que je suis vraiment dans l'écosystème scale-up, dans lequel on a vraiment vocation à s'occuper de tout le monde et pas uniquement des key talent ou high potential ou je ne sais quoi. En fait, vraiment, le but de la People Review, c'est d'avoir les meilleurs talents au meilleur endroit, d'être sûr qu'on a vraiment toutes les forces vives qui vont bien pour notre stratégie. Donc... pour répondre à ta question, en fait, moi, j'avais vraiment une vision assez égalitaire des choses. Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas présent dans un meeting qu'on va pas forcément avoir la meilleure réponse à nos besoins. C'est aussi là où le rôle du manager, il est juste crucial, puisqu'on va, nous, en tant que RH, s'appuyer sur sa connaissance et sa capacité à prendre les bonnes décisions pour son équipe, parce qu'à la fin, pour atteindre ses objectifs, le manager, il a aussi besoin d'avoir une équipe engagée et performante. Et donc, la People Review, elle va avoir vraiment pour vocation à identifier le niveau de performance, le niveau de compétence, l'impact des collaborateurs sur l'organisation, le risque de départ aussi. Et puis, en fait, on prend tout un tas de décisions individuelles, mais de façon calibrée, de façon égalitaire, où on a vraiment revu tout le monde. Enfin, en tout cas, tout le monde qui est là depuis suffisamment longtemps. Souvent, on prenait pas les personnes qui étaient là depuis moins de 3 mois, tu vois. Mais l'idée, c'était vraiment que chaque personne avait un plan, quelque part. Donc, derrière, ça nous alimentait dans le plan de formation, ça alimentait les décisions de promotion, les décisions d'augmentation aussi. Après, ça suppose, pour faire ça de façon égalitaire, d'avoir bien sûr travaillé sur sa grille de salaire en amont. On avait aussi, dans les dernières itérations, on avait travaillé sur notre grille de leveling, qui était un outil hyper puissant et nécessaire pour prendre toutes ces décisions aussi. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de faire cette photographie qui n'était pas non plus inscrite dans le marbre, mais qui avait vocation à évoluer potentiellement en fonction des souhaits des personnes, de leur niveau de performance. La performance, c'est pas du tout linéaire, le niveau de compétence non plus. Et donc, à la fin, les managers, quand ils allaient faire leurs entretiens de performance, leurs entretiens annuels, ils allaient avoir un certain nombre de décisions à communiquer à leurs collaborateurs qui étaient validées. Et il n'y avait pas du tout de débat, en tout cas, sur moi j'ai envie de t'offrir une formation, j'ai envie que tu puisses être promu à tel rôle, et voici le plan de développement de compétences qu'on va prévoir ensemble. Donc vraiment pour tout le monde, pas uniquement des hauts potentiels forcément identifiés pendant cet exercice, c'est vraiment, ça sert l'intégralité des collaborateurs et des talents de l'entreprise. Dans ma vision, oui. Pour définir soit des plans de développement, soit des plans de carrière, etc. Et la partie rémunération aussi, on ne va pas se mentir, bien entendu, mais ça aussi, l'exercice de calibration, il est intéressant parce que si tu fais ça en plusieurs étapes, à la fin, tu as une sorte de juge de paie qui est le dirigeant du département qui va, lui ou elle, s'assurer que les décisions ont du sens et sont justifiables au niveau de tout le département. Moi, après, j'ai un parti pris sur le sujet des Key People. Je ne suis pas forcément sûre que c'est un sujet sur lequel il faut mettre beaucoup d'énergie, surtout en scale-up. Je parle d'entreprises de moins de 500 personnes, parce que, comme je le disais, la performance n'est pas linéaire. Le risque, en fait, avec ces philosophies-là, c'est qu'on met beaucoup de responsabilités sur des gens qui n'ont pas forcément les épaules, qui ne sont pas forcément suffisamment accompagnés. Donc oui, au leadership programme, si on a défini ce que c'était le leadership, ou le haut potentiel, si on a défini ce que c'était, et puis qu'on ait le plan d'accompagnement qui va bien. J'ai malheureusement trop vu des personnes à qui on promet et
et qu'on fait trop avancer trop vite, des gens très très jeunes qui en un an se retrouvent managers de leurs anciens collègues par exemple et qui sont littéralement diplômés d'il y a un an. Et forcément c'est gratifiant, on a envie de le faire, on a envie de bien faire, donc on prend l'opportunité et on se brûle. Parce qu'on ne nous a pas donné les moyens correctement de le faire, parce qu'on ne savait pas vraiment ce qui était attendu de nous, à part peut-être un truc un petit peu instinctif de « Ok, je vais manager mes anciens collègues, je vais juste leur dire quoi faire. » Et donc voilà, on a des choses assez désastreuses qui peuvent se passer, à la fois sur la personne promue, donc c'est un peu dommage parce que c'est contre-productif, et puis sur les autres aussi, qui vont pas forcément avoir une bonne expérience. Donc je suis assez soucieuse, en tout cas, de ces projets-là, parce que ça ne va pas forcément avec mes croyances en termes d'équité, notamment, le traitement. Ok. Il y a un sujet dont on a parlé, c'est du coup des managers qui peuvent te représenter pendant ces People Review. Effectivement, on peut être absent et être bien représenté. Nous, ce qu'on a vu dans une étude qui est quand même assez marquant, c'est qu'il y a 41% des collaborateurs qui considèrent que leur management a pu être un frein dans leur évolution professionnelle. Et on peut comprendre du coup qu'il y a certaines personnes qui puissent se dire je ne suis pas forcément en confiance si c'est mon manager qui va pousser... mon développement, quoi. Il y a une notion de confiance importante aussi dans ces rituels. Bien sûr, et c'est aussi pour ça que je parlais de maturité et de niveau de manager qui va intervenir dans ce type de comité. J'ai envie de dire, le fait de ne pas avoir confiance en son manager, c'est un vrai indice qu'il faut s'en aller, en fait. Parce que au-delà de la People Review, ça va être effectivement un problème dans ton quotidien, parce que tu vas pas être soutenu, tu n'auras pas de feedback, tu vas peut-être pas forcément avoir les bons objectifs non plus qui vont te permettre de performer. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à sauver. Alors il y a cette phrase qu'on utilise souvent en RH, c'est manager son manager. On peut le faire, on peut apprendre à le faire. Maintenant, si l'organisation, elle n'accompagne pas elle-même ses managers et qu'elle donne pas les clés pour qu'ils soient de bons managers, c'est sûr que ça sera toujours un problème. Et j'ai dû souvent créer ça, en fait, les programmes de leadership, les programmes d'accompagnement au management, parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout instinctif, c'est pas inné. Il n'y a pas des personnes qui sont prédisposées à faire ça. D'ailleurs, très souvent, les personnes qu'on promeut un peu par rapidité, par facilité, parce que c'est la personne qui a le plus d'ancienneté ou qui est la meilleure techniquement, ça se passe souvent très très mal. Donc ces 41%, c'est un peu triste, mais ça me surprend pas trop parce qu'en fait, on a souvent de mauvais managers et on peut se poser la question, toi et moi, combien de bons managers on a eu dans notre carrière. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être sur les doigts d'une main. Mais sur ce sujet de la défiance et potentiellement la défiance sur cet exercice des People Review, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à montrer l'objectivité aussi de cet exercice ? Tu le disais, ça s'appuie sur d'autres rituels comme les performance reviews, les entretiens annuels, etc. Pourquoi c'est important justement de montrer et communiquer qu'on a ces rituels-là aussi pour faire nos People Review ? Bien sûr, en fait, il faut communiquer sur tous nos process, mais aussi les outils qu'on utilise. Donc typiquement, si on a un référentiel de compétences, il faut que tout le monde soit au courant qu'il existe. Bon, personnellement, je ne suis pas forcément fan de ça, mais ça a été un sujet à la mode pendant un moment. Je te parlais de leveling, donc, ou les pesées de poste, comme on appelle ça dans les grandes boîtes. Ça, c'est des outils qui sont parfois assez opaques. Il y a des entreprises qui les ont très très bien vulgarisés. Je pense à Alan, à Shine aussi, qui ont fait ça très bien parce que en fait c'est vraiment le socle de la confiance aussi, c'est de montrer comment on a créé ces grilles-là. Alors tu peux partager le leveling, tu n'es pas forcément obligé de partager les salaires qui vont avec, hein. Ça peut être deux choses distinctes, mais en tout cas tu peux expliquer les mécanismes. Et c'était le choix qu'on avait fait nous chez Handicare. On avait communiquer autour du leveling avec un certain niveau de détail pour les collaborateurs. Les managers, ils avaient vraiment, bien sûr, tout le projet en entier. Et pareil pour les grilles de salaire, les managers étaient formés aussi à comprendre comment on avait conçu ces grilles de salaire. Et c'est important en fait que les managers soient aussi des très bons relais de communication là-dessus, donc soient vraiment formés. Il n'y a rien de pire que d'entendre un manager dire j'ai pas pu te donner ton augmentation parce que c'est les RH qui n'ont pas voulu. Ouais. On parlera de rémunération dans le prochain épisode avec Virgile de Figures notamment, que tu connais bien. Qui nous a aidés justement. Ça a été notre consultant sur la grille de salaire chez Handicare. C'est vrai que c'est un sujet qui est important et qui nécessite qu'on ait ces exercices-là, les entretiens annuels, la People Review, pour s'assurer qu'on a de l'objectivité et qu'on est aussi capable de communiquer de manière transparente
sur ces décisions de rémunération, quoi. Oui, tout à fait. Et on en revient à cette notion aussi de courage managérial, en fait, que les managers assument les décisions qui ont été prises. Alors, plus ils ont fait partie du process de people review, mieux ce sera, parce que du coup, ils vont pouvoir assumer, puisque ça, c'était quand même leur décision. Après, parfois, leurs suggestions ne sont pas toutes acceptées. Il y a aussi des sujets de budget, etc. Mais c'est important qu'eux aient vraiment le rationnel pour pouvoir l'expliquer et pour pouvoir être très ferme par rapport à leurs collaborateurs aussi, et de ne pas faire voilà, ce que j'appelle des négociations sur un coin de table ou des décisions prises aussi de façon un petit peu épidermique parce que voilà, quelqu'un t'annonce sa démission et donc c'est à ce moment-là qu'on décide qu'on va le retenir. Non, l'intérêt des people reviews, c'est que tu as justement cette cadence, ce rythme au moins 2 fois par an. Parfois dans les plus grosses entreprises c'est plutôt 1 fois, mais 2 fois par an c'est plutôt pas mal pour avoir vraiment toujours des réponses chiffrées, fortes et qui vont dans le sens aussi de la stratégie de l'entreprise. L'idée, c'est pas non plus de dépenser trop d'argent, par exemple, sur des primes pour retenir les gens, etc. Si de toute façon, l'entreprise est en train de pivoter sur le produit et qu'il y a telle ou telle équipe qui va être impactée sur le long terme. Donc, de ne pas prendre des décisions court terme, en fait. C'est important. La People Review, c'est aussi du coup ce qui te permet d'avoir cette image à un instant T de ton organisation, pouvoir la comparer à ta projection d'organisation. Tu me parlais beaucoup en préparant cet épisode de l'orga cible. Oui. C'est ça qui est important en fait. Tout à fait. Dans ce qu'on demandait aux managers, il y avait plusieurs étapes. Et la première, c'était l'organisation cible. Et c'est vrai que ça, c'est un exercice qu'en tant que manager, n'importe quel niveau de manager devrait tout le temps être en train de faire. C'est-à-dire qu'il devrait avoir son organisation à l'instant T et là où il veut aller. Il ou elle, bien sûr. Mais du coup, l'idée en fait des organisations cibles, c'est de réfléchir à notre organisation indépendamment des personnes qui composent l'équipe. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est vraiment indispensable de faire ça de façon idéale. Un peu comme quand on lance un recrutement quelque part, de se dire en fait, je cherche quoi, je cherche qui, je cherche quel niveau de compétence. En fait, il faut aussi se poser la question de ce poste, il s'inscrit où ? Il va servir quel but, et donc l'organisation cible, c'est un des bienfaits pour tout, hein, à la fois pour les performance reviews, pour les people reviews, pour le recrutement, pour pas mal de choses, et ouais, pour nous c'était vraiment la base des prises de décision, parce que grâce à cette organisation cible, on allait décider des ouvertures de postes, des investissements en formation, des promotions, des augmentations, et puis potentiellement des sorties aussi. Oui, puisque en fait c'est aussi ça, hein, ça te permet... Il y a l'outil de la 9box qui permet aussi dans les People Review de croiser performance potentielle. Et puis également, comme tu le dis, il y a aussi des gens qu'on va... des profils sur lesquels on va discuter pendant les People Review pour mesurer quel est le niveau d'engagement, la probabilité de départ et potentiellement quel est le plan de succession associé à ça, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Et ça, c'était un sujet sur lequel nous, en tant que membres du comité de direction, on était très challengés, et à raison, sur justement nos plans de succession. De s'assurer en fait qu'il n'y avait pas de personnes indispensables. Et ça, c'est un vrai, je pense, un vrai problème, notamment dans les petites structures, c'est qu'on a un peu la tête dans le guidon, on ne se pose pas trop cette question. Et donc, quand on a des départs ou quand on doit faire partir des personnes, en fait, on est un petit peu désemparé parce qu'on n'a pas, on a peur d'avoir de la perte de connaissances, etc. Et donc... Du coup, l'enjeu de ces orgas cibles et aussi des 9box, c'est vrai que bon, après ça peut être controversé parce que c'est un vieil outil finalement, la 9box, et puis on n'a peut-être pas forcément envie d'y passer ce temps-là. Moi, je viens de le faire chez Bloomez, 25 salariés, ça marche, on peut le faire, c'est intéressant aussi, c'est très visuel, donc ça permet aussi de vraiment prendre des décisions de façon très très rationnelle. Je pense que c'est vraiment super important. Dans le monde des RH, on a un peu tendance à croire qu'on fait un job d'intuition, et en fait, il faut toujours aller ramener vers du rationnel, vers du chiffré, vers de la data, et donc il n'y a rien de mieux pour ça que de la visualisation avec cette 9box. Et je tiens à dire, ça change, ça peut bouger. C'est pas parce que voilà, on a identifié qu'il y a quelqu'un qui a un super potentiel à l'instant T que ça sera toujours le cas. D'autant que, comme je le disais, on peut prendre des décisions, notamment d'évolution, qui vont peut-être pas forcément marcher. Et il faut être capable aussi de reconnaître ces erreurs-là, de potentiellement faire redescendre la personne. Ça, je l'ai vu aussi. Notamment, voilà, quelqu'un qui devient manager et finalement, ça ne marche pas. Et on se rend compte que, en fait, manager d'une équipe de marketing, et on se rend compte que là où elle va briller le plus, c'est sur du product.
Et depuis, cette personne est devenue d'ailleurs Chief Product. Donc, comme quoi, on a eu raison de la faire bouger. Mais c'est très important d'avoir cette agilité-là intellectuelle et que les collaborateurs sachent aussi que voilà, les choses ne sont pas immuables et on n'est pas en train de faire un jury d'examen qui va changer le cours de ta vie. Ces évaluations-là, il faut qu'elles se fassent le plus souvent possible, à mon sens. Après, c'est vrai que c'est du travail en back-office. Donc, 2 fois par an, c'est déjà pas mal. Et 1 fois par an, si on est trop gros, on va pas avoir le choix, on va devoir faire comme ça. Mais l'idée, c'est surtout d'avoir les bons outils derrière, je pense. Voilà, comme le leveling, comme la grille de salaire, comme le feedback en continu aussi. Ça a l'air de rien, mais on peut peut-être en parler rapidement. Bien sûr, Quand on parle d'évaluation des compétences et de la performance, l'important, c'est aussi que ce feedback il a été donné, même en dehors des entretiens, je dirais, semestriels ou trimestriels. Il n'y a rien de pire que d'aller à son entretien et ne pas savoir ce que notre manager pense de nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne doit pas avoir de doute, que ce soit positif ou négatif. Alors, parfois, on peut faire des erreurs, donc il faut qu'on puisse nous le dire. Quand ça se passe bien, il faut qu'on le sache aussi. Et c'est vrai que c'est un petit peu dramatique parce que, je vais parler surtout de la culture française que je connais le mieux, on a tendance à ne rien dire quand ça va bien. Et donc, les collaborateurs ne savent pas finalement. Et effectivement, quand on commence à leur faire du feedback, là, ils le prennent mal, alors que finalement, le feedback, c'est positif et négatif, et ça devrait toujours être constructif. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ça de façon très régulière, d'avoir vraiment ces rituels. Quand on construit les programmes de management, en fait, on enseigne aussi aux managers à ne pas zapper ça. On a tous vécu ça, les one-one qui sont zappés. Non, c'est vraiment la pierre angulaire. Si tu fais pas tes one-one, tu peux pas bien faire le reste. Ouais. Donc, la People Review est nourrie aussi de tous ces rituels qu'on a en amont et sert aussi les rituels futurs et notamment pouvoir communiquer un résultat post-People Review sur de la promotion, sur du développement, sur de la formation, bien sûr. Etc. On arrive déjà au terme de cet épisode. Ça passe très vite. Moi, j'avais encore quelques questions pour toi, notamment une question plus personnelle. Tu es arrivé... souvent dans tes entreprises, tu l'as dit en introduction, pour créer la fonction RH. Est-ce que tu étais toujours convaincu de ce que tu voulais mettre en place, de ces grands rituels ou ces visions que tu avais ? Alors oui, à partir d'un certain moment dans ma carrière, déjà j'ai eu beaucoup de chance, ou alors j'ai fait les bons choix parce que je suis quand même tombée dans des entreprises qui m'attendaient, donc ça c'est le premier point, avec des dirigeants qui avaient envie d'investir sur la fonction et qui étaient convaincus du besoin vraiment de travailler en fait sur les ressources humaines. Sans ça, on n'y arrive pas. Donc, peu importe si on est convaincu soi-même ou pas, c'est déjà d'avoir vraiment le go de la part des dirigeants. Et après, c'est vrai que certains dirigeants vont te dire moi, j'ai pas d'intérêt pour le sujet. Par contre, j'ai vraiment envie que quelqu'un s'en occupe. Ça, c'est pas grave. Il faut juste être sûr qu'on aura les bons moyens pour intervenir et pour performer. Donc oui, en général, il y a toujours une phase où d'abord tu prends un peu le pouls de l'organisation, et donc tu fais ton rapport d'étonnement. Mais l'important, et dès les entretiens, enfin quand on est chassé, quand on a les entretiens, etc., c'est vraiment d'identifier ça. C'est quel est le degré de maturité de l'organisation, et puis quel est le degré d'envie des dirigeants d'avoir envie de se faire challenger potentiellement sur ces sujets. En tout cas, les personnes qui m'ont fait confiance, c'est ce dont elles avaient envie. Ouais. C'est vrai que j'en parle souvent parce que c'était ma meilleure expérience, j'ai trouvé, de recrutement. C'est le travail qu'avait fait Handicare avant de me recruter. Ils avaient travaillé la scorecard du job. Ça faisait 4 pages. Et dedans, il y avait écrit on cherche quelqu'un qui porte ses sujets, qui a un ownership total sur ses sujets, qui n'a pas besoin du consensus pour avancer. Ça m'a vraiment fait tilt. Mais voilà, ça ne convient pas à tout le monde en fait. Ouais. Mais ils avaient vraiment réfléchi à tout ça. Et je trouve que si tu n'as pas fait ça, tu vas forcément te tromper. Et d'ailleurs, les candidats risquent de venir pour des mauvaises raisons. Et toi, en tant que dirigeant, tu peux te tromper aussi sur la personne, parce que peut-être que toi, dans ton idée, le RH, c'est quelqu'un qui va juste exécuter ou qui va s'occuper de l'administratif. Ce qui peut être une vision, hein, c'est pas la mienne. Donc, il faut surtout qu'on soit très, très clair là-dessus. Chez Shift, où je faisais aussi j'ai créé la fonction from scratch, il n'y avait pas forcément de vision, mais il y avait de la place. Donc, en fait, on m'a fait confiance et on m'a donné les clés
pour que je fasse effectivement un petit peu ce que je voulais, en tout cas ce que je pouvais identifier comme prioritaire. L'erreur que j'ai faite là-bas, et je l'assume, c'est que je me suis pas assez posée sur mon organisation à moi. Et c'était vraiment construire la fusée en plein vol. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas un cadeau, ni pour soi, ni pour l'organisation, parce qu'en fait, on le paye. On se trompe on se trompe de cible un petit peu sur là où on doit mettre son énergie. Donc, j'ai pas assez passé de temps là-dessus. Et pour des RH qui nous écoutent, qui ont cette mission de lancer la fonction, est-ce que tu as des conseils sur comment asseoir ses certitudes potentiellement, comment se faire accompagner aussi? Je l'ai un petit peu dit, effectivement, en premier, c'est vraiment se préoccuper de son organisation, avec qui on va travailler. Donc, organisation et moyens, ça ne veut pas forcément dire avoir une armée, c'est pas ça le sujet, mais en tout cas de savoir et de faire valider cette organisation-là aux dirigeants qui vont avoir bien sûr le pouvoir de décision. Traditionnellement, dans les scale-up en forte croissance, on parlait d'un ratio d'environ 5% de RH versus le reste de la compagnie. Ça peut être un peu moins si la société n'est plus forcément en forte croissance, donc notamment au niveau du recrutement, on a peut-être besoin de moins de personnes, mais en tout cas de vraiment se poser et pas de faire des décisions épidermiques, intuitives sur j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider sur la paye parce que je m'en sors pas. Non, en fait, vraiment pose toute ton organisation de quoi tu as besoin pour vraiment travailler tout le cycle de vie de l'employé. Et ensuite, tu pourras être efficace. Vraiment, ce côté, mets ton masque à oxygène avant d'aider les autres, c'est indispensable. Et c'est vraiment, je pense, le truc numéro 1. Donc, c'est ça qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie, je pense. Et puis, le deuxième point, effectivement, c'est... alors, surtout quand on est dans des PME et qu'on n'a pas non plus des ressources illimitées, notamment, on ne va pas passer notre temps à staffer une équipe avec des experts dans tous les sens. C'est acheter de la compétence, en fait, tout simplement. Sur la partie rémunération et même sur la partie people review, je me suis fait aider. Donc j'ai eu des consultants, dont Virgile notamment, via Figures et lui aussi qui nous a donné de son temps pour vraiment construire quelque chose de super pertinent. On avait travaillé avec Akoya, que je remercie beaucoup, qui avait été vraiment incroyable. Ils ont travaillé 2 fois avec nous sur le leveling et sur la people review. Et en fait, moi, ça m'a fait accélérer ce projet-là où j'avais pas du tout de ressources en interne qui avaient le temps de le faire. On n'avait pas non plus les compétences. Donc... on était en tout cas dans une phase où on avait besoin de faire des choses très vite, de pouvoir les sortir rapidement. Donc c'est vrai qu'acheter cette compétence-là, ça permet complètement d'outsourcer cette problématique, ce projet, et on n'a plus besoin d'y penser. Et on peut se concentrer sur le reste. Donc en fait, l'enjeu pour un RH qui prend un rôle et qui a besoin d'être un petit peu partout, c'est effectivement d'identifier là où il va mettre son énergie, où il va être le meilleur et ce qu'il peut outsourcer. Et franchement, on peut outsourcer à peu près tout. Ça peut être aussi bien l'administratif, par exemple. C'est pas forcément là où on va briller vraiment nous, parce que c'est pas notre domaine d'expertise. Ça peut être la rémunération, ça peut être le recrutement, bien entendu, la stratégie de recrutement, par exemple. Ça peut s'outsourcer avec quelqu'un qui l'a déjà fait et puis qui va aller plus vite que vous et puis qui va vous livrer quelque chose de clé en main. Se faire accompagner globalement, ça marche pour des RH qui arrivent, qui prennent un poste, mais aussi pour des RH qui sont en poste depuis un moment. L'accompagnement et potentiellement penser à externaliser, à s'outiller, c'est des bons conseils, quoi. Oui, tout à fait. Et en fait, moi, j'ai retenu ça d'une DRH qui est vraiment incroyable et qui est très centrée sur l'efficacité opérationnelle. D'ailleurs, elle est devenue COO maintenant. Elle s'appelle Jessica Svan. Elle était chez Whereby. J'ai oublié chez qui elle est maintenant. Mais en fait, elle a une approche people as a product, donc traiter les sujets people comme du product management. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on construit une roadmap, on décide ce qu'on va faire, ce qu'on ne fera pas aussi. Ça, c'est super important. Et puis, sur les sujets qu'on a envie d'adresser, mais sur lesquels on n'a pas de connaissances, faire monter des personnes ponctuellement. On le fait avec du RPO, donc le recrutement externalisé, où on a un gros plan de recrutement qui arrive, on n'a pas les ressources en interne, on va activer des consultants freelance qui viennent chez nous full-time pour travailler sur nos projets. Ça commence à être bien dans les mœurs. En fait, on peut tout aussi bien le faire sur un process d'onboarding, sur un leadership programme, sur une grille de rémunération, sur vraiment absolument tout. Super, merci beaucoup Jessica. Merci pour l'invitation. La dernière question, peut-être le dernier rituel de notre podcast, c'est le passage de témoin ou la recommandation. Est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais nous recommander, que tu aimerais bien entendre dans le podcast ?
Oui, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 4 ans maintenant sur un projet de pacte en faveur de la diversité et de l'inclusion au sein des entreprises, pas que les startups. Elle s'appelle Christelle Calipé, c'est la DRH de Benebono. Elle était chez Litchi Mangopay auparavant. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite de prendre plus la parole. Super, merci beaucoup en tout cas Jessica. Merci encore. Je la contacterai de ta part et Bien puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci encore. Merci.